l'enjeu principal, le premier qui me vient en tête, c'est probablement pas celui pour lequel tu m'as invité ici. Pour moi, c'est la crise climatique. Les organisations évoluent dans le même écosystème que tout le reste de la société. Puis, ils vont devoir réduire clairement leurs activités ou du moins leurs émissions pour éviter le mur vers lequel on s'en va. Donc, je pense qu'il y a des sérieux questionnements à ce niveau-là. Mais bon, je ne suis pas un expert. Donc, mais il n'empêche que pour moi, ça demeure en ce moment l'enjeu principal. Sinon, plus largement, il y a toute la question de la pénurie de main-d'œuvre, dont on entend abondamment parler, qui est un problème criant actuellement. Et il y a la question du futur du travail, qui sont intimement reliés, selon moi. Parce que l'automatisation est vue de plus en plus comme un remède à la pénurie de main-d'œuvre. Mais si on réfléchit à l'automatisation à moyen et à long terme, donc quand on sera possiblement sorti de la pénurie de main-d'œuvre, ben viennent les enjeux reliés au futur du travail. Et bon, il y a énormément d'auteurs qui disent on est entré dans ce qu'on appelle la 4e révolution industrielle, étant celle de l'intelligence artificielle et du big data et de l'ère du numérique. Bon, la première révolution industrielle était celle de la machine à vapeur qui a entraîné la production de masse. Ensuite, on a eu la deuxième avec l'électrification, la troisième révolution avec l'informatique. Et toutes les 3 révolutions industrielles qu'on a connues ont toutes conduit à une plus grande productivité et finalement à un plus grand nombre d'emplois. Okay? Donc, il y a raison de se demander pourquoi ça serait différent avec celle-ci, pourquoi l'intelligence artificielle représenterait un danger pour les emplois, pourquoi on se préoccupe autant des robots qui vont supposément voler les emplois. En fait, il y a plusieurs raisons pourquoi il faut se poser cette question-là. L'intelligence artificielle a plusieurs atouts, plusieurs caractéristiques qui sont différentes, notamment son autonomie. Okay? Donc, l'autonomie à fonctionner d'elle-même et à se sophistiquer elle-même sans nécessairement avoir besoin d'un input qui est humain, du moins de moins en moins au fil de son évolution. Et il y a sa performance aussi, sa performance qui est plus grande que celle de l'homme dans plein de domaines et dans des domaines, je dirais, inattendus. Et notamment dans le domaine émotionnel, on pourrait y revenir. Donc, ça pose des enjeux par rapport au futur du travail, des enjeux qui sont autant quantitatifs que qualitatifs, donc en ce qui concerne la nature des emplois. Au plan qualitatif, commençons par le plan quantitatif, il y a plusieurs hypothèses qui s'affrontent, beaucoup d'hypothèses. Il y a beaucoup plus de points d'interrogation que de réponses. La première hypothèse qu'on a entendue, celle qui a fait le plus de bruit au début, il y a à peu près une dizaine d'années, c'est celle du grand remplacement, comme quoi les robots allaient complètement voler les emplois. Les chercheurs formulaient ça de cette façon-là. Donc, il y a des statistiques qui sont sorties avec l'étude de Frey et Osborne qui a fait grand bruit, comme quoi il y avait au-dessus de la moitié des emplois qui étaient à risque d'automatisation, donc de disparition. Cette hypothèse-là a été largement remise en question et est apparue une autre hypothèse qui l'affronte, si on veut, celle du grand déplacement, qui dit plutôt que, ben non, si on se fie à l'histoire, il y a certainement des emplois qui vont peut-être disparaître, mais ils seront remplacés par d'autres emplois qui apparaîtront, comme c'est arrivé à chaque vague d'automatisation qu'on a eue. Donc, le grand remplacement versus le grand déplacement pose des enjeux de qu'est-ce qui va disparaître, qu'est-ce qui va apparaître, donc de quelle nature est ces déplacements-là. Et ça pose des enjeux aussi de qui seront les gagnants et qui seront les perdants. Si on regarde la question plus au niveau qualitatif, parce que c'est cette
c'est cette question-là qui est sans doute la plus riche et celle qui correspond le plus à la réalité qu'on observe en ce moment. On regarde la question plus en termes de transformation des emplois à ce moment-là. Donc, ce ne seront pas nécessairement les emplois qui vont être automatisés, mais plutôt les tâches. Okay? Donc, chaque emploi est composé d'une multitude de tâches différentes. Certaines pourront être automatisées complètement ou partiellement avec des dispositifs d'intelligence artificielle qui vont venir à ce moment-là accompagner l'individu dans ses tâches. Okay? Donc, à ce moment-là, on parle de transformation des emplois et non d'automatisation des emplois. Donc, ces deux hypothèses-là sont complétées par une troisième dichotomie, je dirais, entre l'effet que pourra avoir l'intelligence artificielle sur la nature des emplois. Et là, il y a des gens, disons les chercheurs les plus bruyants en intelligence artificielle vont dire que ces technologies-là vont augmenter l'humain, c'est un terme un peu anglophone, mais disons rehausser l'individu ou enrichir les tâches, donc bonifier les emplois, les rendre plus stimulants, plus intéressants. Et il y a d'autres chercheurs, au contraire, qui disent non, l'intelligence artificielle a plus de chances d'aliéner les emplois en les simplifiant, en rendant l'homme un peu esclave de la machine. Et c'est effectivement ce qu'on observe dans certains cas où l'individu se retrouve à opérer une machine aussi intelligente soit-elle, et ça se traduit par une simplification des tâches, voire même une aliénation. Donc, vous voyez, il y a trois grandes hypothèses, ou trois grands blocs d'hypothèses qui se confrontent. Et ça sera aux chercheurs de tester ces hypothèses-là, bien sûr. Je pense qu'il faut absolument trouver comment on va arriver à optimiser les bienfaits de l'intelligence artificielle sur la nature des emplois et sur le monde du travail en général, et en réduire les risques ou minimiser les risques. Okay? C'est vraiment cette question-là qui revient. Donc, optimiser les bienfaits et réduction des risques en testant peut-être ces hypothèses-là. Donc, au niveau quantitatif, il faut arriver à identifier quels sont ces fameux emplois-là qui apparaissent. Et quelles sont les caractéristiques de ces emplois-là. Et aussi, quels sont les emplois qui disparaissent. Donc, qui sont les gagnants et qui sont les perdants. Et si on regarde l'autre côté de l'hypothèse, qui est le grand remplacement, bien, donc les personnes qui changent d'emploi. Donc, il faut vraiment étudier la question de la requalification. Okay? Donc, quelles sont les compétences à développer? C'est un enjeu la question des compétences, c'est un enjeu qui est vraiment présent là, actuellement dans les organisations qui ont décidé d'adopter le virage numérique. À chaque fois qu'on va dans une organisation, se pose toujours la question des compétences, okay? Qui est malheureusement abordée souvent après l'adoption d'une technologie et non pas en amont. Donc, il y a ces questions-là au niveau quantitatif. Maintenant, au niveau qualitatif, si on regarde plus la nature des emplois, il y a une perspective de recherche qui est assez intéressante, qui est née, je dirais, il y a moins d'une dizaine d'années, là, autour de 2015-2016, qui porte le charmant nom de la perspective HABA-MABA. Donc, pour Humans are better at versus Machines are better at. Donc, qu'est-ce que dans les tâches, parmi toutes les tâches qui existent au sein d'un emploi, quelles sont celles où l'homme est le meilleur et quelles sont celles où la machine est meilleure que l'homme? En gros, c'est la grande question de recherche de cette perspective-là. Il faut, en troisième lieu, je pense, se demander vraiment plus largement là, de quelle façon ça va influencer, ça va avoir un impact sur la nature des tâches, sur l'autonomie des gens, sur leur productivité, sur leur bien-être au travail. Donc, il y a plein d'études à ce niveau-là à faire sur les impacts. Et cette étude sur les impacts-là, ces études-là nous permettront
d'identifier donc les possibles bienfaits, parce qu'il y en a, il y en a plein, dans plein de domaines, entre autres dans le domaine médical, mais il y a aussi des risques. Il y a des risques très importants qu'il faut absolument mieux identifier et mieux comprendre, d'abord comme chercheur, pour être capable de transmettre ces connaissances-là dans les organisations. Et au niveau des risques, en premier lieu, il y a les risques éthiques. Okay? Notamment, quand on parle d'intelligence artificielle en gestion des ressources humaines, il y a des risques éthiques importants. Il y a des risques que je appellerais au niveau humain aussi. La première chose qui nous vient en tête au niveau des risques, c'est la question de la discrimination ou la systématisation des biais. Okay. Donc, en gestion des ressources humaines, le premier usage de l'intelligence artificielle, celui qui s'est déployé le plus vite et qui est le plus fréquent, je dirais, c'est celui qu'on trouve en dotation du personnel. Okay. Donc, notamment pour analyser les CV reçus et voire même pour aider à sélectionner les candidats, donc à évaluer leurs compétences, ce qui était fait auparavant par des professionnels en GRH. Ces outils-là ont certainement la vertu d'optimiser les processus. On peut traiter beaucoup plus de candidatures en moins de temps, donc on a besoin de moins de ressources, naturellement. Mais il y a plusieurs cas qui nous ont démontré les risques au niveau éthique de cette procédure-là, parce que l'intelligence artificielle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle systématise ce qu'il y a dans les données, okay, dans les données dont elle a besoin pour fonctionner. Okay. Donc, si les données contiennent des biais, ce qui est, ma foi, toujours le cas en gestion des ressources humaines, parce que c'est des décisions subjectives et on n'a pas des données représentatives non plus de toute la population. Ouais. C'est des données à peu près toujours biaisées. Donc, quand on utilise ces données-là de façon systématique pour prendre des décisions automatisées, ça peut se traduire par une systématisation des décisions biaisées, voire discriminatoires. Et on l'a vu dans beaucoup de cas. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du fameux cas Amazon, où le cas Amazon a été largement médiatisé. Ils ont implanté un algorithme, un système de plusieurs algorithmes, pour procéder à l'embauche d'ingénieurs informatiques. Et puis, les décisions d'embauche ont rejeté toutes ou presque toutes les candidatures féminines. Donc, Amazon s'est retrouvé, heureusement, on s'en est rendu compte à temps, mais l'algorithme avait décidé de n'embaucher que des hommes. Okay. L'algorithme est dénué d'intention. Il n'y avait pas l'intention de prendre des décisions discriminatoires, mais l'algorithme était alimenté par des données, okay, donc des CV de 10 ans auparavant, reçus pour les postes d'ingénieurs qui avaient été embauchés. Mais il faut comprendre que 10 ans auparavant, il n'y avait à peu près pas de candidature féminine. Quand les spécialistes de cet algorithme-là, les programmeurs de chez Amazon, ont voulu modifier le code pour éviter que ça se produise, donc ont voulu corriger la situation, ça s'est avéré impossible. Parce que le code s'était sophistiqué, hein, c'est ce qu'on appelle le machine learning. Le code s'était sophistiqué en s'entraînant sur des données. Donc, l'algorithme en soi était devenu d'une complexité monstrueuse aux yeux même des programmeurs qui l'ont créé au départ. Donc, même les programmeurs étaient incapables de modifier le code. Donc, ils ont pas eu le choix d'abandonner tout simplement et de probablement programmer un nouveau système. Donc, il y a des risques au niveau éthique, comme celui de la systématisation des biais qui arrive. Ce n'était qu'un exemple, mais il y en a eu énormément. Il y a des risques aussi au niveau de la protection de la vie privée. Énorme, parce que l'intelligence artificielle se nourrit du big data, donc une question, elle a besoin de données. Et il y a aussi des enjeux en matière de conditions de travail. Il y a un phénomène qui s'appelle la gestion algorithmique, qui est un de mes intérêts de recherche particuliers.
c'est que la gestion algorithmique, c'est quand on utilise des algorithmes pour assumer des fonctions qui étaient auparavant réservées à un gestionnaire humain. Donc, surtout des fonctions de coordination, okay, de distribution des tâches, de contrôle, de confection des horaires de travail, des choses comme ça. Et il y a des secteurs d'activité où c'est plus implanté que d'autres. C'est notamment le cas, je dirais, de toute l'industrie de la logistique. Donc, les entrepôts, le camionnage, le transport. Et chez les travailleurs d'entrepôt, c'est de plus en plus un problème parce que on a rétabli, je disais, la précision algorithmique a permis de rétablir la fameuse étude des temps et mouvements qu'on retrouvait dans le taylorisme. Donc, il y a carrément des entreprises, une grande entreprise de commerce en ligne, pour ne pas la nommer, où on a des projets pilotes où les employés portent des bracelets qui analysent vraiment leurs mouvements pour optimiser la séquence de mouvements. OK, ben, si tu lèves ton bras un peu plus haut sur cette étagère-là, on va économiser 3 secondes. Donc, ce qui nous permet d'estimer que tu devras être capable de manipuler 375 colis aujourd'hui versus hier où tu pouvais en manipuler 350. Donc, c'est cette quantification du travail qu'on observe quand même dans beaucoup d'endroits représente des risques là, pour les conditions de travail, pour le stress. En fait, on parle d'intensification du travail dans beaucoup de domaines, notamment dans l'industrie du transport et de la logistique. Il y a plusieurs axes, là, mais il y a des grands principes. Okay? Il y a des grands principes à respecter, du moins sur lesquels il faut se pencher, qui sont comme un consensus là, à travers les chercheurs, les études. Premièrement, je dirais qu'il y a la question de la transparence. Donc, de toujours s'assurer d'être transparent autant que possible. Transparent sur le pourquoi on implante cette technologie. Ce qui est souvent ce qui fait le plus mal aux organisations, parce que le pourquoi on le connaît, mais ils n'ont pas nécessairement envie ou ils n'ont pas nécessairement intérêt à le divulguer. Donc, transparence sur le pourquoi et encore plus important, transparence sur le comment. Sur le qu'est-ce qui est collecté au juste comme information et quel usage on en fera de ces données-là. Okay? Donc, ça a été très saillant, cette question de la transparence sur le comment, dans l'implantation à grande échelle du télétravail qu'on a connu dans la dernière année et demie avec la pandémie, où on a vu une explosion de la surveillance électronique. Des dispositifs là, vraiment étonnants de surveillance électronique avec les capteurs de chaleur dans la souris là, pour mesurer le niveau de stress, les capteurs en dessous du bureau de travail pour vérifier si les gens sont bel et bien attablés au travail. On a vu apparaître un certain besoin de contrôle là, des employeurs qu'on croyait disparus. Là où ça s'est le plus mal passé, c'est sur les employeurs qui n'ont pas... C'est dans les entreprises où on n'a pas divulgué ce qui était contrôlé, ce qui était du moins monitoré ou collecté comme information. Donc, il y a la question de la transparence à ce niveau-là. Quand on est transparent, on dit oui, on analyse vos courriels pour telle raison. Et voici ce qu'on cherche. On ne cherche pas à vous piéger, on ne cherche pas à utiliser ça à des fins disciplinaires. On veut s'assurer de votre bien-être, ou du moins on veut aussi s'assurer de la protection du matériel informatique, hein, de l'usage que vous en faites, ce qui est tout à fait légitime. Donc, il y a la question de la transparence qui est une clé absolue. L'autre chose sur laquelle on peut agir, c'est de garder l'humain dans la boucle. C'est une mauvaise traduction de l'expression anglaise qui est « human in the loop », qu'on entend souvent quand on parle d'automatisation, où il n'y a personne qui veut être un esclave de la machine.
qu'il n'y a personne qui veut être un esclave de l'outil qui doit opérer, surtout quand on étudie, surtout quand on a une expertise qui est fine et qu'après l'introduction d'une technologie, on se retrouve à superviser ou à opérer une technologie. Bon, il n'y a personne qui souhaite ça. Donc, la question de garder l'humain, préserver l'autonomie de l'humain, garder l'humain dans la boucle, c'est fondamental aussi. Et il y a des entreprises qui le font bien, comme il y a des entreprises qui le font mal. Donc, il est possible de bien le faire. Un exemple classique, c'est celui de UPS, pour rester dans l'industrie du transport et de la logistique. UPS a un algorithme qui est parmi les plus grands algorithmes du monde, qui fait, si on alignait, là, si on couchait sur papier l'algorithme d'UPS, je pense je me souviens plus du nombre de pages, mais ça se compte par milliers de pages. C'est parmi les codes les plus complexes du monde. L'algorithme porte un nom qui s'appelle Orion, donc. Et Orion fait plein de choses, énormément de choses. Donc, il détermine naturellement la route des chauffeurs, l'industrie, le fameux problème logistique classique. Donc, Orion le fait très bien, d'une façon très performante, parce que la demande de livraison de colis augmente sans cesse. Donc, le nombre de colis à livrer par un camion dans une journée, dans une zone donnée, est en explosion. Donc, comment optimiser cette route-là? Mais Orion fait plein d'autres choses aussi, comme vérifier si le chauffeur porte sa ceinture de sécurité. Même, je disais, il y a la propreté des camions, parfois, qui est analysée par Orion. Donc, il y a des capteurs dans le camion qui permettent de voir si le camion a besoin d'être nettoyé. Donc, vous voyez, le chauffeur n'a plus besoin de se préoccuper de ces choses-là. Dans les cas extrêmes, il ne fait que tourner à gauche, tourner à droite, selon ce que l'écran lui dit de faire. Sauf que chez UPS, les chauffeurs, ils ont la capacité, ou du moins l'autonomie, de contredire Orion, si on veut. Si le chauffeur juge que la route qui est déterminée par Orion n'est pas la meilleure, parce que le chauffeur sait s'il y a des travaux sur cette route-là ou s'il y a des obstacles, quels qu'ils soient, que Orion ne serait peut-être pas au courant, ben, il a la capacité de contredire, donc de faire à sa tête, de se fier à son jugement. Okay? Et aussi, s'il y a un problème, il y a toujours un gestionnaire humain disons, à portée de main, à qui contacter. Donc, les résultats, parce qu'il y a eu quand même quelques études chez UPS avec Orion, et les chauffeurs apprécient énormément cette liberté-là de se fier ou non et de contredire, si on veut, Orion. Donc, ça leur permet d'utiliser leur jugement. Il y a même des endroits où UPS a donné la possibilité aux chauffeurs d'utiliser Orion ou non, juste pour voir s'ils l'appréciaient vraiment. C'était comme un projet pilote, là, de dire, écoutez, aujourd'hui, vous décidez si vous l'utilisez ou pas. Puis la grande majorité des chauffeurs ont décidé de l'utiliser parce que ça a comme effet d'alléger un peu leur charge cognitive. Donc, il y a ces principes-là de transparence, d'autonomie, de human-centered automation aussi, dont on parlait tantôt. Je dirais plus concrètement, là, ce qu'une entreprise peut faire, c'est peut-être se doter d'un code de conduite ou d'un énoncé de principe, d'une charte, comme on se dote d'un code d'éthique de plus en plus. Okay, dans les bonnes pratiques, ça commence à apparaître, il y a ça. Se doter d'un énoncé de principe qui dirait, par exemple, toute technologie on devra enrober ça de transparence et devra contribuer à préserver l'autonomie. Un énoncé de principe comme ceux-là qui guide après ça l'implantation des outils. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus, qui demeure quand même assez rare, mais ça serait sans doute une voie intéressante à explorer. Et l'autre chose, pratico-pratique, si on veut, c'est la question des audits algorithmiques, qui est apparu, somme toute récemment, il y a 2 ans, audit algorithmique, on n'avait jamais entendu ça, mais c'est quelque chose qui prend de l'ampleur. Donc, c'est d'auditer, tout simplement. Comme un audit comptable, on audite les codes des algorithmes pour minimiser les risques de discrimination, minimiser les risques au niveau de la vie privée. Donc, on étudie
chacun des algorithmes qui est utilisé pour voir quels sont les risques et est-ce qu'on garde le contrôle sur l'algorithme et sur les données. Donc, je dirais peut-être la profession d'auditeur algorithmique est certainement une profession d'avenir, je pense. Je pense qu'on va mesurer la performance à travers la question de la responsabilité, l'usage responsable des technologies d'intelligence artificielle et un virage numérique responsable. Comme on parle de finances responsables, comme on parle de CSR, donc de saine gouvernance, en fait. Donc, avec des indicateurs, premièrement, de responsabilité. Puis ça pourrait se faire à travers des outils algorithmiques, des choses comme ça. Mais ultimement, je pense, moi, que ça va se refléter, cette responsabilité-là va se refléter sur des indicateurs classiques, très connus, très répandus en gestion des ressources humaines, comme des indicateurs de satisfaction au travail, tout simplement, ou de bien-être au travail, et encore plus au niveau de tout ce qu'on appelle la marque employeur. On a nommé des exemples d'UPS, Amazon, Uber et beaucoup d'autres entreprises où déjà elles sont associées à soit une utilisation responsable ou non du numérique. Donc, je pense que assez rapidement, d'ici quelques années, on va vraiment associer la responsabilité numérique de notre entreprise à sa marque employeur. Donc, ça serait une façon de mesurer, surtout en temps de pénurie de main-d'œuvre, où vraiment chaque aspect de la marque employeur est crucial. Et on ne peut pas se permettre d'avoir un aspect où on a une réputation non enviable avec la conjoncture actuelle économique de la pénurie de main-d'œuvre. Donc, je pense que les indicateurs classiques en RH vont faire le travail au niveau de la mesure du succès de l'entreprise à adopter des pratiques responsables. Okay? Et il y a des secteurs comme l'économie des plateformes où, en ce moment, ces indicateurs-là ne sont pas tous au vert. Chez Uber, chez Deliveroo, du moins si on se fie aux études, on voit que les taux de bien-être au travail sont très bas. Bon, il y a d'autres facteurs aussi qui peuvent expliquer ça. Mais il y a là une utilisation des systèmes algorithmiques du numérique qui est certainement pas optimale en matière de transparence et du maintien d'autonomie et même de conditions de travail. Sujet qui fait couler énormément d'encre, le future of leadership, les compétences des gestionnaires à l'ère du numérique. À juste titre, il faut s'en préoccuper. J'aurais envie de dire, le gestionnaire n'est pas à l'abri du grand remplacement. N'est pas à l'abri lui-même ou elle-même de se faire remplacer, de voir son poste remplacé par une technologie propulsée par l'intelligence artificielle. Et je dirais ce qui est le plus à risque, naturellement, c'est tout ce qui est axé sur les tâches, donc la coordination, la répartition du travail, le contrôle, tout ce qui est transactionnel, là, distribuer une tâche versus octroyer une récompense en échange. Okay. Tout ça, il y a déjà de plus en plus d'entreprises où on utilise des algorithmes. C'est ce qu'on appelle la gestion algorithmique. Par contre, ce qui n'est pas à risque, ou du moins beaucoup moins à risque, c'est au niveau des compétences relationnelles, ce qu'on appelle les soft skills. Et c'est là vraiment où se trouve la valeur ajoutée du gestionnaire dans le futur. C'est à travers la capacité à bâtir la confiance, et ça c'est un aspect très important, capacité à bâtir la confiance des équipes envers la technologie et la capacité à bâtir la confiance envers le robot. Hein. On entend parler beaucoup du moins dans les études,
de collaboration humain-machine où on introduit des robots dans les équipes de travail. C'était farfelu il y a quelques années, ça ne l'est plus. Là. Des robots humanoïdes qu'on appelle. Au CHUM à Montréal, il y en a des robots qui se promènent et puis qui distribuent les repas et les médicaments. Et on a dû s'assurer que les humains, les travailleurs qui côtoient ces robots-là quotidiennement dans leurs fonctions, que ça fonctionne bien, qu'il y a une certaine confiance. Donc, comment bâtir cette confiance-là? Comment bâtir la confiance aussi envers la technologie, au sens où la technologie va nous aider, ne va pas nous nuire? Comment s'assurer que les gens n'ont pas peur du grand remplacement? Bon. Donc, la question de bâtir la confiance est primordiale. Et puis sinon, il y a toute la question de l'écoute, l'empathie. Il y a des choses qui, en ce moment, malgré les avancées, ne sont pas automatisables. Et il y a des choses où le gestionnaire devra vraiment s'assurer d'être compétent. C'est au niveau de l'intuition et du discernement, je pense. Parce que le gestionnaire qui doit utiliser des recommandations d'un outil algorithmique pour prendre une décision qui pourrait affecter le personnel, doit absolument utiliser son intuition, qui, elle, demeure purement humaine, aucune machine en a, jusqu'à preuve du contraire, et son discernement aussi, qui lui aussi demeure purement humain. Parce que cette décision-là, souvent, surtout quand c'est des décisions qui concernent le personnel, doivent demeurer une tantinesse subjective. Et on a un exemple en ce moment sans nommer l'entreprise. Il y a des firmes en RH qui se spécialisent de plus en plus dans l'intelligence artificielle, dans les outils d'intelligence artificielle qui peuvent aider les gestionnaires à prendre des décisions. Et parfois, c'est des décisions complexes, délicates, du moins subjectives. On parle des décisions de gestion de la performance. Hein. Quel code de performance donner à un employé? On a plein de données là, qui peuvent nous appuyer notre décision. Et c'est tentant de juste prendre la recommandation de la machine aux yeux de ces indicateurs, selon les indicateurs de performance que l'algorithme a comptabilisé, calculé, rebrassé, tout ça. Je donnerais à un employé une cote de 3 cette année. Non. Il faut que la responsabilité de la décision va toujours demeurer celle du gestionnaire parce que les firmes se détachent bien de la responsabilité. Hein? Donc, l'imputabilité est une question importante. C'est le gestionnaire qui va demeurer imputable de ses décisions. Donc, il doit user de son intuition et de son discernement. Et on parlait d'autonomie tantôt. Là, c'est une belle occasion d'utiliser son autonomie en utilisant ses compétences relationnelles. Et c'est ce qui va aussi, ultimement, éviter un peu la discrimination, de prendre des décisions discriminatoires. Donc, intuition, jugement, discernement et l'ensemble des compétences relationnelles ou de ce qu'on pourrait appeler les soft skills. Parce que tout le reste, tout ce qui est axé sur le contrôle, la distribution des tâches, les transactions ou la coordination, c'est à risque, c'est dans les compétences qui sont considérées à risque de remplacement. Et puis, je lisais un texte l'autre fois fort intéressant qui regardait ça avec la lunette du PODC, hein, très classique PODC en management. Puis, la plupart des lettres sont à risque En fait, la machine serait meilleure que l'homme pour la plupart des lettres, à l'exception peut-être du D, hein, pour direction, où là, c'est là qu'on utilise plus ses compétences relationnelles. C'est celle qui serait le plus à l'abri. Mais la planification, l'organisation et encore plus le contrôle, la machine est souvent plus performante que l'homme et parfois même plus juste.